Si Bélisaire est considéré comme l'un des commandants les plus redoutables de l'histoire, pourquoi tant d'œuvres d'art le dépeignent-elles comme un mendiant pitoyable? Bélisaire naquit vers 500 après Jessé, dans une région qui correspond aujourd'hui à la Bulgarie. Il était de coutume pour les jeunes hommes de partir rejoindre l'armée et combattre pour le roi byzantin, et Bélisaire ne faisait pas exception. Une vie de brutalité l'attendait. Bélisaire s'engagea dans l'armée byzantine dès son adolescence. On sait peu de choses sur sa formation initiale ou ses premières expériences de campagne, mais il attira manifestement l'attention d'une figure importante à un moment crucial pour l'Empire. L'empereur Justine monta sur le trône byzantin à Constantinople en 518. Issu d'origine paysanne, le nouvel empereur était peut-être méfiant envers le nid de serpent qu'était la politique impériale dans la capitale. Il constitua sa garde personnelle avec des hommes de sa province natale, et l'un d'eux était Bélisaire. Impressionné par la loyauté du jeune homme, l'empereur Justin autorisa Bélisaire à former son propre régiment de garde du corps. Ce groupe redoutable serait composé de nombreux guerriers parmi les plus valeureux de l'Empire. Satisfait de la tournure que prenait sa carrière, Bélisaire rencontra une personne qui allait tout changer. À cette époque, Bélisaire fit la connaissance d'une femme à Constantinople, nommée Antonina. Elle était une figure bien connue de la vie nocturne de la capitale. Antonina était entourée de rumeurs sur ses agissements. Cependant, une chose était claire. Antonina avait jeté un sort au jeune officier, prometteur. Bélisaire et Antonina se marièrent peu de temps. Après, Bélisaire sembla fermer les yeux sur la vie sociale d'Antonina, qui continuait comme avant leur mariage. Mais une amie importante d'Antonina allait bientôt aider Bélisaire à franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Antonina était une amie proche de Théodora, l'épouse de Justinien, le prochain en ligne pour le trône impérial. Alors que la santé de l'empereur Justin, vieillissant, déclinait visiblement, il était évident que Justinien prendrait bientôt les rênes. Mais il n'attendait pas l'approbation officielle pour commencer à imposer sa volonté sur les affaires nationales. Antonina et Théodora étaient déjà connues pour leurs intrigues en coulisses. Lorsqu'elles apprirent que Justinien choisissait des officiers pour mener des expéditions à l'est contre les Perses, Théodora recommanda immédiatement à Justinien de choisir Bélisaire. Habitué à diriger sa troupe de garde du corps lourdement armée dans les rues de la capitale byzantine, Bélisaire considéra avec un nouvel élan la tâche plus ardue de sécuriser les frontières de l'Empire lointain. Désireux de mettre ses compétences à l'épreuve face aux Perses, il partit vers l'est avec son armée. Malheureusement, les premières expériences de combat de Bélisaire ne se déroulèrent pas très bien. Les forces perses prirent l'avantage à maintes reprises, tandis que Bélisaire et d'autres commandants inexpérimentés peinaient à s'adapter au terrain et à ajuster leurs tactiques. À ce moment-là, un événement tant attendu eut lieu au P. En 527, l'empereur Justin rendit son dernier souffle. Justinien était désormais l'empereur byzantin, et il était furieux de la tournure des événements contre les Perses. Il décida de réorganiser la structure de commandement, y compris le rôle de Bélisaire. Désireux de renverser la situation face aux Perses, Justinien divisa le commandement de ses forces orientales en deux, Est et Nord, nommant Bélisaire commandant de l'Est. En inspectant les nouvelles recrues, Bélisaire remarqua quelqu'un qui semblait déplacé. Le nouveau venu au quartier général s'appelait Procope. Nommé par Justinien comme conseiller, il devait accompagner Bélisaire sur le terrain. Où qu'il aille, Procope le suivait. Tout ce que Procope voyait, il devait le consigner par écrit.
Désireux de prendre l'offensive, Bélisaire mena immédiatement ses hommes en territoire perse. Ils commencèrent à construire une immense forteresse dans ce qui est aujourd'hui le nord-est de la Syrie. Bélisaire calcula que cette déclaration, audacieuse, provoquerait bientôt une contre-attaque agressive des Perses. Il avait raison sur ce point, mais il ne réalisa pas à quel point elle serait agressive. Bélisaire pensait avoir les Perses exactement là où il le voulait, mais au lieu de cela, lui et ses hommes furent empris dans un piège tissé par leurs adversaires. Une immense force perse creusa des fosses et des tranchées qui piégèrent de nombreux soldats byzantins. Subissant de lourdes pertes, Bélisaire ordonna sagement une retraite, éloignant ses hommes du champ de bataille. Bélisaire était déterminé à prendre sa revanche. Bélisaire et son armée affrontèrent les Perses 2 ans plus tard. Sachant qu'ils étaient largement surpassés en nombre, Bélisaire réfléchit à ses options et envoya une lettre au commandant perse, proposant de négocier une solution pacifique au conflit, et il n'eut pas à attendre longtemps une réponse. Le commandant perse se moqua de la lettre et avança immédiatement pour achever les Byzantins, persuadés de leur suprématie. Les Perses pensèrent que la note n'était qu'un acte de lâcheté d'un ennemi prêt à capituler. Mais ce furent les Perses qui allaient recevoir le choc de leur vie. Les défaites subies face aux Perses, au cours des 2 années précédentes, avaient rendu Bélisaire plus malin. Utilisant les mêmes méthodes que les Perses 2 ans plus tôt, les Byzantins creusèrent des fossés et d'autres obstacles pour entraver l'ennemi avant de lancer des contre-attaques rapides. À la tombée de la nuit, Bélisaire dominait le champ de bataille, mais le sentiment de triomphe fut de courte durée. L'année suivante, les Byzantins poursuivaient leurs ennemis en Perse. Confiantes dans la victoire et impatientes d'affronter les Perses avant qu'ils ne se replient trop loin dans leur territoire, les subordonnés de Bélisaire pressèrent pour une attaque immédiate. Mais Bélisaire vit quelque chose qu'il ne voyait pas. Avec la confrontation imminente, ce dimanche de Pâques, Bélisaire savait que ses hommes, qui, jeunette, ne seraient pas en état de combattre. Mais avec ces hommes furieux en surchauffe agressive, il savait aussi que ce n'était pas le moment pour une mutinerie à grande échelle. À contre-cœur, il accepta de passer à l'offensive. Ce qui suivit le hanterait pendant des années. Il n'y eut ni mouvements tactiques magistraux, ni éclat de génie, seulement une longue journée de fureur implacable et laide. Le dos contre les eaux de l'Euphrate, les forces byzantines évitèrent de justesse une annihilation totale. Bien qu'ils aient infligé de lourdes pertes aux Perses, il était impossible d'ignorer la froide réalité de leur défaite. Le général fut rappelé dans la capitale pour répondre à une accusation d'incompétence pour ses revers. Avec des plaisanteries cruelles sur son inaptitude résonnant à ses oreilles, Bélisaire se prépara à affronter ses accusateurs de front. Déterminé à ne pas être transformé en bouc émissaire, Bélisaire défendit vigoureusement ses actions. Il déclara au procureur que l'attaque avait été menée contre son avis. Peut-être que les comptes rendus détaillés de Procope aidèrent Bélisaire, mais dans tous les cas, il fut blanchi de l'accusation. Bien que soulagé par l'issue du procès, Bélisaire s'inquiétait de la scène politique chaotique dans la capitale. Diverses factions politiques se rebellaient ouvertement contre le règne de Justinien. Les groupes rebelles avaient pris le contrôle de la principale piste de course de chars à Constantinople et gagnaient en nombre. La situation atteignait rapidement un point de rupture. Avec des émeutes et des incendies se propageant à travers la ville au milieu des exigences croissantes des rebelles, Bélisaire reçut une demande urgente de Justinien pour disperser les troubles. Fort de ses années d'expérience en tant que chef de la garde impériale, Bélisaire comprit la gravité de la situation et s'apprêtait à prendre des mesures drastiques. Organisant rapidement
une force d'hommes à pied, accompagnée de cavalerie lourde, Bélisaire s'approcha de l'hippodrome. Lorsque les tentatives des officiels pour apaiser les rebelles échouèrent, Bélisaire et ses hommes passèrent à l'action. Ce qui suivit choqua la population. La tension croissante dans l'hippodrome éclata enfin. Alors que les rebelles s'éparpillaient dans une confusion paniquée, les forces de Bélisaire plongèrent dans la foule. Une fois déclenché, le chaos ne pouvait être contenu, et ce n'est qu'au coucher du soleil, alors que la poussière retombait, que l'horreur totale de l'événement commença à se faire sentir. Il est impossible de connaître le nombre exact, mais la plupart des historiens estiment le nombre de victimes à plusieurs dizaines de milliers. Bien que cela ait été accompli à un coup terrifiant, la révolte fut écrasée, et le règne de Justinien fut sauvé. Bélisaire avait également restauré sa réputation auprès d'un empereur reconnaissant. Bélisaire était conscient du rêve de Justinien de restaurer la domination byzantine en Afrique du Nord, qui était tombée sous le contrôle d'une tribu barbare appelée les Vandales. Mais même lui fut surpris d'apprendre que Justinien voulait agir de manière décisive l'année suivante. Après les émeutes de cette année-là, l'ambiance à Constantinople n'était pas exactement festive. Cependant, Bélisaire saisit l'opportunité de partir à l'étranger. Rongés par le ressentiment et avec leur réputation en lambeaux, Justinien et Bélisaire convinrent que le moment était venu de montrer aux Vandales qui était le maître. Avec le nouveau vote de confiance de Justinien, Bélisaire commença à organiser son expédition. Mais il reçut une aide d'une source inattendue. Pendant tout ce temps, la femme de Bélisaire, Antonina, avait suivi les événements de près. Elle savait que les efforts de son mari en Perse avaient été sabotés par des querelles internes. Grâce à sa longue association avec l'impératrice Théodora, elle était particulièrement qualifiée pour guider son mari à travers les eaux tumultueuses des intrigues politiques. Désormais, les choses allaient être différentes. Elle partait pour l'Afrique du Nord avec Bélisaire, avec environ 20 000 hommes et une flotte de plusieurs centaines de navires. L'expédition mit les voiles. Cependant, lorsque la flotte mouilla en Sicile, 500 hommes avaient été perdus à cause de pain avarié. Agissant rapidement, Bélisaire chercha du pain frais et de l'eau potable auprès de la population locale. Mais leurs efforts auraient été vains sans l'aide d'un allié local. À cette époque, l'Italie était sous le contrôle de la reine, Amalasuntha. Elle a été tout aussi opposée aux Vandales que Justinien, et permet à Bélisaire de trouver un refuge sûr dans les ports italiens. Avec son aide, Bélisaire put effectuer des escales cruciales lors de son expédition. Sa flotte était en Sicile lorsqu'il reçut une nouvelle incroyable. Son associé, Procope, apprit que la flotte vandale était immobilisée autour de la Sardaigne. Il était évident que les Vandales n'avaient aucune idée que la flotte byzantine était en route. Ayant surmonté tant de défis pour arriver jusque-là, et avec un moral au plus bas, la nouvelle redonna de l'énergie à Bélisaire et à son armée, et ils mirent immédiatement le cap sur l'Afrique du Nord. Alors que plusieurs de ses officiers recommandaient de prendre la capitale vandale sans défense par une attaque surprise, Bélisaire décida de débarquer à environ 160 miles à l'est de la ville de Carthage. Il savait que l'énergie et la préparation de ses hommes avaient été entamées par le long voyage, et ils auraient besoin de temps pour s'organiser avant de croiser le fer avec l'ennemi. Bélisaire lança ses hommes dans une marche rapide vers la capitale vandale à Carthage. Progressant jusqu'à 9 miles par jour, Bélisaire savait qu'il devrait bientôt combattre, et apprenant qu'il y avait des forces vandales de chaque côté de lui,
il fit un mouvement audacieux. Laissant sa force principale en place pour tenir tête à l'offensive, Vandal, Bélisaire, se tint à l'écart avec une équipe de cavalerie. Choisissant le moment parfait pour frapper, Bélisaire et ses cavaliers mirent en déroute les Vandales au moment critique. La ville de Carthage était à lui. La politique de bienveillance de Bélisaire porta ses fruits, car lui et ses hommes prirent Carthage presque intacte. L'expédition avait réussi au-delà des espérances les plus folles, mais il ne fallut pas longtemps pour que son succès suscite la jalousie de ses subordonnés. Subalternes jaloux de Bélisaire informèrent Justinien qu'il voulait prendre le contrôle et régner sur l'ancien royaume vandale pour lui-même. Cependant, Justinien offrit à Bélisaire le choix de retourner à Constantinople pour recevoir un triomphe ou de rester à Carthage en tant que gouverneur, conscient de son propre manque de finesse politique et probablement sous l'influence de sa femme, Antonina. Le général décida de rentrer dans la capitale, peut-être préférant garder le général le plus populaire de l'Empire occupé sur des frontières lointaines. En 541, Justinien envoya à nouveau Bélisaire en Perse. Bélisaire n'avait pas oublié les revers qu'il avait subis une décennie plus tôt face aux Perses tenaces et ingénieux, et il était impatient de les affronter à nouveau, bien qu'il rencontrât quelques succès. Il y eut aussi des revers, et la situation ne fut pas facilitée par l'arrivée dans l'Empire d'un nouvel ennemi terrifiant. L'épidémie de ce qu'on appelle maintenant la peste, bubonique en 541, ébranla l'Empire jusqu'à ses fondations. Le nombre croissant de victimes s'accompagna d'une vague de terreur à travers l'Asie et l'Europe. Mais au milieu de l'incertitude, Bélisaire vit une opportunité de tirer parti de la peste. Il emmena ses meilleurs hommes à une rencontre avec l'ambassadeur perse. Les Byzantins, armés uniquement d'équipements de chasse, firent croire aux Perses qu'il s'agissait d'une petite unité, d'une force massive que Bélisaire tenait en réserve. Cela fonctionna et l'invasion fut annulée avec relativement peu de carnage. Bélisaire fut de nouveau acclamé pour avoir utilisé l'intelligence plutôt que la force brute pour obtenir un résultat positif. Mais l'éclat de sa plus grande victoire s'estompa rapidement. Bélisaire fut accusé de comploter pour renverser Justinien en 562. Bien que les deux hommes aient accompli tant de choses ensemble, ils ne purent jamais se faire confiance. Déclaré coupable, Bélisaire rentra chez lui pour être assigné à résidence. Procope publia alors l'intégralité de son récit de son temps avec Bélisaire dans son livre « Histoire des guerres ». En fait, une grande partie de ce que nous savons sur Bélisaire et Justinien provient de ce livre. Mais bien que Procope sembla être un conseiller loyal à Bélisaire, il cachait également un sombre secret. Procope avait écrit un autre mémoire privé, non publié, sur Bélisaire et Justinien. Connu aujourd'hui sous le nom de « Histoire secrète », le livre décrivait la femme de Bélisaire, Antonina, comme une adultère, notoire et manipulatrice. Une tricheuse et une intrigante qui ridiculisait Bélisaire, le tournant en ridicule à chaque occasion. La dernière torsion dans l'histoire de Bélisaire est qu'après avoir été reconnu coupable de complot contre Justinien, ce dernier leva peu après l'assignation à résidence. Cependant, des récits circulèrent plus tard selon lesquels Justinien avait fait aveugler Bélisaire et que le général avait vécu ses derniers jours comme un mendiant aveugle, mendiant dans les rues. Des œuvres d'art et des romans furent créés pour dépeindre ce destin tragique. Mais cette histoire semble être un mythe. Il semble que Bélisaire ait pu trouver une certaine paix dans ces dernières années.